Cinewebradio.com. Interview. Pourquoi ce héros a été créé? Tout simplement parce que Superman marchait bien et que la firme DC Comics qui éditait Superman s'est dit on va regarder ce qu'il y a dans les cartons à dessin des autres candidats à être publiés pour voir un peu ce qui peut aller dans l'affaire. Et parmi ces candidats à la publication, il y avait un certain Robert Kane, qui avait un personnage assez proche de Superman, finalement, un Batman qui pouvait voler avec des ailes derrière, vraiment inspiré de dessins de Léonard de Vinci, les fameux proto-avions. Voilà. Et dans un premier temps, DC n'a pas été super intéressé, au contraire, a dit c'est quand même un peu trop proche de Superman, ça va pas aller. Et Bob Kane a traîné un peu son dépit quelques jours, on n'est pas trop sûr de l'écart, d'ailleurs peut-être quelques semaines, et jusqu'à rencontrer un personnage qui s'appelle Bill Finger, qui était un grand lecteur de Pulp, et qui lui a dit ce qui va pas dans ton personnage, c'est ça, et qui a déshabillé le Batman de Bob Kane, le proto-Batman, cette espèce d'homme chauve-souris qui pour le coup volait vraiment avec des vrais pouvoirs surhumains, pour en faire le Batman qu'on connaît, qui est largement plus inspiré des Pulp. Et Bill Finger est devenu le scénariste officieux du premier épisode de Batman. Tout en sachant, parce que là, d'une certaine manière, je suis un petit peu en train de vous décrire un Bob Kane qui aurait eu l'idée de départ, mais finalement un Bill Finger qui aurait fait tout le boulot, tout en sachant que le premier épisode de Batman est lourdement calqué sur un roman de The Shadow, un héros de Pulp. C'est-à-dire que l'histoire est pratiquement, case après case, raconte des chapitres de ce roman-là. Donc Batman à la base, c'est un plagiat à plusieurs niveaux. Ça se voulait être un plagiat de Superman, et ça finit par être un Batman, un plagiat du Shadow. Donc le Shadow qu'on a vu il y a quand même quelques années déjà au cinéma. Il a évolué d'abord d'une première manière, c'est que le réalisme dans ce qu'on peut appeler le réalisme dans les comics a évolué lui aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des dessins qui étaient quand même assez simples à la base, et puis ma foi, plus les comics ont vécu, et plus le graphisme s'est fait précis. Donc c'était assez facile au début de faire des choses peut-être un petit peu grand-guignolesques, et puis au fur et à mesure il y a eu des phases comme ça qui ont suivi l'évolution de l'entertainment. Ce qui a aussi beaucoup évolué dans la série, c'est la présence des super vilains. Au début, il n'y en a pas tellement. Au début, Batman est une sorte de Sherlock Holmes en costume, en cosplay. Il lutte contre des gangs organisés, il lutte même un peu contre la police, comme dans les films de Nolan. Il n'est pas super apprécié par la police au début. On est bien loin du Bat-Signal. Et puis deux choses vont changer un peu son destin. La première, c'est que le troisième homme de l'équipe, c'est-à-dire, je vous ai parlé de Bob Kane et de Bill Finger, mais il y avait aussi quelqu'un qui au début était encreur et qui s'appelait Jerry Robinson, va suggérer qu'on lui ajoute un jeune compagnon qui serve un peu d'identifiant pour les lecteurs. Et ce jeune compagnon, ça va être Robin. Donc le héros un peu crépusculaire qui rôde la nuit tout seul pour lutter contre le crime. D'un seul coup, il s'entoure des services d'un enfant qui a à peu près 8 ans et qui est habillé en couleur rouge et verte. Donc c'est tout à fait le même registre, mais c'est aussi pas tout à fait les mêmes interactions, puisque on n'est plus dans le monologue, et là il y a un vrai partenariat entre deux personnages. La deuxième chose qui va changer beaucoup pour la série, c'est qu'avec le succès, Batman, qui au départ était publié dans Detective Comics, va être publié aussi dans une série sœur qui s'appellera tout simplement Batman. Et dans le premier numéro de Batman, on a l'apparition d'un personnage qui s'appelle le Joker, et aussi d'une voleuse qui s'appelle The Cat, qui viendra à terme Catwoman. Et assez rapidement, on va voir apparaître de plus en plus de personnages grotesques, un peu exagérés, qui ont tous souvent un gimmick pour se lancer dans le crime, et qui vont devenir la rogue galerie de Batman.
Dans les comic books, je suis pas sûr, parce que finalement, le travail de préparation avait été fait. Faut pas se tromper. Dans les Nolan, l'inspiration elle est bien dans les comics et c'est pas le contraire. Elle est bien dans ce qui s'est passé dans les années 80 avec des choses comme Batman, The Dark Knight Returns. Il y a des albums comme The Killing Joke ou le Batman Year One de Frank Miller où on raconte les origines de Batman d'une manière encore plus noire, encore plus réaliste, presque proche de films comme Taxi Driver. Et à partir de là, les comics n'ont pas besoin de suivre le cinéma de Nolan. Ils sont déjà au rendez-vous. Ce qui est assez drôle en fait, c'est que si on compare les films de Marvel et les films de DC, c'est que longtemps à l'époque, DC suivait ce qui se faisait au cinéma. C'est-à-dire que les dessins animés de Superman des studios Fletcher ont eu une influence sur la série télé, sur le comic book, pardon. La série télé de Batman a eu une influence aussi sur la BD, c'est-à-dire qu'elle est responsable de l'introduction de Barbara Gordon comme Batgirl dans la série. Et puis ça s'est calmé. Ça s'est calmé parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un travail de préparation, finalement, de maturation dans les années 80. Chez Marvel, c'est un peu le contraire. Longtemps, ce qui se passait dans les films, c'était une autre sphère. Ce qui se passait dans les dessins animés, c'était une autre sphère. Et là, dernièrement, on a bien pu réaliser qu'avec le succès grandissant des films Marvel, ce qui marche bien au cinéma est incorporé dans les comics pour attirer le public. Tout ça pour dire que finalement, moi, ce que je trouve de déterminant dans l'approche de Nolan, c'est que ça montre un visage de Batman qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir au cinéma, sauf peut-être dans les serials des années 40 pour les rares qui ont pu les voir. C'est-à-dire que plein de gens restaient marqués par les dessins animés ou par la série télé des années 60 en disant que Batman finalement c'était un bouffon. Alors c'est exprimé d'une manière avec beaucoup de génie et avec beaucoup de recul dans les deux films de Burton, mais on sent bien qu'après la pantomime reprend le dessus. Et c'était assez compliqué d'expliquer aux gens que non, Batman c'était pas une caricature de héros, c'était un héros avec un sens très profond. Et là, d'un seul coup, en particulier dans son deuxième film, Nolan a montré au grand public et a su attirer le grand public à ce film-là que c'était des choses très 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 noires. Oui, parce que voilà, on est en 2012, les gens, j'ai quand même l'impression qu'ils connaissent un petit peu Batman, et s'ils ne connaissent pas la bande dessinée d'origine, ils ont eu quand même de grandes chances d'avoir vu ou d'avoir entendu parler du film. Et on a trouvé intéressant de s'intéresser plutôt au second couteau de ce film-là, et à des gens dont on n'avait pas tellement parlé, ou à contresens. C'est-à-dire que Catwoman a quand même été l'objet d'un film désastreux. Et là, c'est pas le spécialiste du cinéma qui va me contredire. Et on trouvait intéressant de faire une sorte de tour d'horizon des décennies de sa carrière, sachant que c'est un personnage qui a énormément évolué. Au début, c'était simplement une simple cambrioleuse qui n'avait pas de costume particulier, qui se déguisait même en petite vieille pour mieux faire ses larcins, et puis qui a grandi avec le temps et qui est devenu de plus en plus un intérêt romantique pour Batman qu'elle était à la base, et c'était précisé d'ailleurs dans les années 50 où Bill Finger voulait en faire une héroïne, voulait en faire la troisième héroïne de la série. Il voulait que Catwoman se rachète et devienne la partenaire de Batman.